c'est parti pour un nouveau jeudi du RNSPF où on accueille un petit nouveau, un petit jeune, Pascal Choteau, qui va nous présenter un petit peu la FOAD du CNFPT. L'idée, très clairement, hein, c'est si on veut comprendre de plus en plus la FOAD et où est l'environnement de la FOAD, comment ça s'organise, comment ça se met en place, on pense que c'est assez pertinent finalement de regarder un petit peu aussi ce qui se fait autour de nous pour avoir un vrai feedback, un vrai retour, et puis un regard extérieur aussi, un regard plus qu'un regard à l'intérieur qu'on a tous déjà normalement, et puis pour qu'on puisse se faire un petit peu plus son autocritique, et puis constructive bien sûr, dans l'optique d'optimiser les outils qu'on va mettre en place très prochainement. Voilà, donc Pascal, à toi l'honneur. Bonjour à toutes et tous. Voilà, ce que m'a demandé Cyril, c'est effectivement de faire un retour d'expérience un peu sur la formation ouverte à distance au niveau du CNFPT. Hein, donc, je vais revenir un peu sur quelques éléments. Donc, je vous disais, voilà, établissement public national. Donc, en fait, on a voilà, un gros périmètre d'action puisque on est censé former les 1 900 000 agents territoriaux de France avec à peu près 244 métiers répertoriés. Donc, voilà, avec un système de cotisation, toutes les collectivités, établissements publics, PCI, collectivités, municipalités, ainsi de suite, cotisent au CNFPT et on mutualise les fonds et en même temps, on réalise la formation. Donc, on est à la fois l'OPCO et l'organisme de formation qui fait derrière. Donc voilà, je vous passe 200 000 jours de formation annuelle et aussi sur le côté formation à distance, donc beaucoup de ressources en ligne, des webinaires enregistrés, beaucoup de MOOC, il y en a 35 qui sont actifs. Et l'idée, c'est qu'avec la force de mutualisation qu'on peut avoir au niveau du CNFPT, donc le CNFPT, il est voilà, représenté dans chaque département. Donc en fait, on a une structure déconcentrée avec un siège à Paris, des délégations régionales et des antennes départementales pour essayer effectivement de couvrir l'ensemble du territoire, et bien sûr en Outre-mer et en Corse. Donc, avec un budget qui est à peu près 40% du budget que les collectivités passent en formation, donc 350 millions d'euros de cotisation, on est en capacité de réaliser jusqu'à 60% de la formation, donc 40% des crédits, mais on peut réaliser jusqu'à 60% des formations, puisqu'on est en capacité de mutualiser ce qu'on fait. Voilà. Donc, si je me centre sur le sujet, donc au départ, c'est vraiment un établissement de formation continue, CNFPT, même pas de formation diplômante ni rien, c'est la formation continue des agents territoriaux. Donc, il y a eu une bascule progressive avec des formats ouverts. Donc, des formats ouverts, c'est des ressources ouvertes. Et là, c'est posé la question, les ressources ouvertes, en fait, elles sont accessibles à tous. Je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà allés voir des ressources numériques, des MOOC du CNFPT. Et donc, pour que ça soit ouvert à tous, ces MOOC-là, on les a hébergés sur Fun. Alors, ce n'est pas donné, Fun, mais en tout cas, ça permet un accès. Et aussi, quand on est sur de l'auto-formation de certains agents qui n'ont pas forcément envie de signifier à leur hiérarchie qu'ils vont se former sur un sujet ou un autre, et bien, en fait, c'est totalement déconnecté de nos outils et de nos remontées de données. Alors, d'un côté, on ne sait pas combien on a d'agents qui se forment, et d'un autre côté, ça permet plus de liberté, d'autonomie des agents d'aller faire de l'auto-formation où ils ont envie. Puisque Fun peut nous dire combien on a de gens qui sont sur les MOOC, mais nos agents territoriaux peuvent y aller avec des mails personnels. Et donc là, on n'est pas en capacité de savoir combien il y a de territoriaux ou pas qui se forment sur les MOOC. Ensuite, on a aussi des systèmes d'e-communauté derrière. Mais c'est pareil, les e-communautés, on les porte dans un autre outil que la plateforme de formation à distance. Et ensuite, bien sûr, on a ce qui est l'offre de formation continue classique du CNFPT, mais là, c'est sur inscription et c'est réservé aux agents territoriaux.
donc avec des webinaires en direct sur inscription. Là, on utilise Adobe Connect. Et après, un catalogue de formation mixte ou à distance. Là, j'ai repris des chiffres, mettons, sur la Nouvelle-Aquitaine. Sur une année, comme ça, on a 8% de formation totalement à distance, 28% de mixte et 64% de présentiel. Mais ça peut être assez fluctuant parce qu'on fait de la formation de proximité. Et après, on a des formations nationales, régionales ou départementales ou carrément en intra dans une collectivité. Là, mettons, j'étais avec un service ce matin où sur 1300 jours de formation, ils en ont 900 à distance, puisqu'on est sur l'évolution professionnelle des cadres territoriaux. Donc là, on va se retrouver avec beaucoup plus de formations à distance sur ce service-là que notre service. Alors, bien sûr, sur ces chiffres-là, ça veut dire que les formateurs, on recrute des vacataires et on recrute des formateurs ou des cabinets de formation, mais ce n'est pas les agents du CNFPT qui font la formation, parce qu'avec de tels volumes de formation, voilà, on est 2400 agents en tout au CNFPT au niveau national. Là, le service dont je vous parlais, avec 8 personnes, ce n'est pas eux qui peuvent assurer 1300 jours de formation dans l'année. Alors, donc, pour construire toutes ces formations à distance, parce que même si finalement en pourcentage de formation à distance pure, ce n'est pas encore énorme, hein, voilà, 8-10%, ce n'est pas très, très conséquent. On a énormément de formations hybrides et mixtes, c'est MOOC. Ça demande quand même voilà, d'avoir des principes de fonctionnement. Alors, je vous les ai mis, même si certains les appliquent déjà, mais c'est intéressant qu'ils soient écrits, nous, dans le cahier des charges. Ça veut dire que quand on commence à travailler sur une mise à distance de la formation, on a 9 principes à suivre. Voilà, une équipe pédagogique est identifiée. Les durées de formation à distance sont cohérentes avec le temps d'apprentissage. Hein, ça, c'était la formule aussi qu'Olivier prenait, c'est-à-dire qu'on se base sur ce qu'on fait d'habitude et on essaie de faire des temps d'apprentissage qui sont cohérents avec ce qu'on savait faire en présentiel. Les formations à distance font l'objet d'un séquencement, hein, donc on est bien d'accord, hein, on n'aligne pas les temps de visioconférence. On intègre obligatoirement un temps d'accueil des apprenants. Donc là, nous, dans chaque chronogramme, il faut bien qu'il y ait identifié un temps d'accueil. On a une diversité d'activités. On propose des ressources multimédia. Donc là-dessus, je n'ai pas fait de diapo dessus, mais on a un système de lettres de ressources, en fait, où on commande des ressources. Donc, ça veut dire qu'on peut payer des ressources via un contrat avec une durée d'utilisation et les endroits où on va diffuser la ressource, quoi. Donc, on intègre aussi, voilà, accompagnement tutoral des apprenants. On doit intégrer des temps synchrones dans chaque formation. Et on intègre forcément des auto-évaluations et des remédiations, des activités d'évaluation formative. En gros, c'est ce que vous connaissez, mais l'idée, c'est de réécrire les principes pour que ça ne pose pas débat ou question par rapport à la construction d'une formation à distance et de les afficher. Alors là, c'est redit un peu de manière un peu différente. Voilà, c'est dans le principe d'aller de l'avant, hein, on dit que la formation à distance, elle est tout à fait adaptée à même des méthodes actives et des découvertes. Hein. Il faut savoir que sur la fonction publique territoriale, on est la fonction publique où il y a le plus d'agents de catégorie C. On a à peu près 70% d'agents de catégorie C. Et donc, voilà, beaucoup moins de cadres que, mettons, dans la fonction publique d'État. Mais on considère que la formation à distance, elle est adaptée à toutes les catégories de personnel, hein, d'agents qu'on a. Voilà, donc les activités avec de la consultation de ressources, d'apprentissage où les apprenants produisent des travaux, développent leurs compétences, de la remédiation, des retours sur les productions des apprenants et des évaluations permettant de mesurer le niveau des connaissances et des compétences développées au cours de la formation.
Ça, c'est ce qu'on avait vu classiquement avec le présentiel où on fixait des cahiers des charges, même des fois moins sévères que ce qu'on se fixait sur la formation à distance. Alors, au niveau des outils, c'est là où, voilà, pour nous, ça se complique. Un établissement national avec un outil unique et avec ce que je vous ai dit, des milliers et milliers de sessions, donc 200 000 jours de formation à l'année. Donc, ça fait beaucoup à gérer. Ça veut dire que dès qu'on produit une formation, forcément, elle est mutualisée au niveau national. Ça veut dire qu'après, elle peut être déployée en intra dans une collectivité, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Donc, après, dans nos programmations, on choisit des niveaux de recrutement, mais dès qu'on produit une formation, elle est mutualisée au niveau national puisqu'on a un outil unique de gestion des parcours de formation qui après est relié à la plateforme de formation à distance. Et j'en reparlerai parce qu'il faut qu'on évolue. Voilà. Dans les déploiements de cette plateforme, on veut que nous, on appelle formadiste au CNFPT. L'objectif de 2024 et ce qui était dans l'appel d'offres qu'on a fait pour 2024, c'est que toute formation du CNFPT, donc on a un catalogue de 3200 formations continues qui existent, plus des formations locales qui sont créées par les antennes ou les délégations qu'on remonte après au niveau national si elles ont une pertinence à être mutualisées, devraient avoir un espace ressources dans la plateforme de formation à distance pour faire du présentiel enrichi. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une plateforme de formation à distance qui soit en capacité d'encaisser ce volume-là. Là où on avait une problématique sur la plateforme de formation à distance du CNFPT, c'est que il faut que quand quelqu'un modifie une ressource ou un parcours dans une de nos formations à distance, il faut que ça se duplique sur toutes les sessions en cours ou à venir. Et c'est là où sur l'appel d'offres, je vous expliquerai ce qui était compliqué. Là, j'ai pris l'exemple, j'ai des formations d'intégration des agents de catégorie C, je vous ai dit, c'est 70% de nos agents. Là, on a 250 sessions toutes à distance qui tournent sur une année, avec 4000 stagiaires en même temps. Et donc là-dessus, ça veut dire que s'il y a une modification, on ne va pas attendre que tout soit fini. Ça veut dire que ça doit impacter toutes les sessions qui sont en cours. Et donc, en fait, avec ces contraintes-là, en 2024, donc on a refait, en 2022, on a fait un appel d'offres. Et donc, on était à Formadist, c'est motorisé par Cifadis, que vous connaissez puisque c'était l'INSEP qui tournait avec, dans Sportif. Et on avait aussi une demande de pouvoir accueillir des MOOC en marque blanche et surtout d'avoir donc ce présentiel enrichi et qu'on puisse, quand on modifie une session, un stage de formation, une formation, ça soit dupliqué automatiquement dans toutes les sessions que peuvent créer nos antennes départementales, nos délégations régionales, nos instituts, ainsi de suite. Et en fait, c'est là où ça a bloqué dans le sourcing avec d'autres plateformes, parce qu'on s'est renseigné auprès de Moodle ou des choses comme ça. Le temps de développement dont ils auraient eu besoin pour répondre à ce cahier des charges était beaucoup trop long, en fait, pour nous, pour ce besoin spécifique, parce que eux, c'est ce qu'ils nous disent, c'est rare d'avoir un établissement de formation qui est au niveau national et qui, à de base, tout est mutualisé pour un organisme tel que le nôtre. Alors, voilà, on a des fois un formadiste qui, pour moi, n'est pas totalement ergonomique sur certains points, mais par rapport à la masse qu'on a à gérer, mais pour l'instant, on est reparti avec eux, avec des améliorations demandées. Et les MOOC en marque blanche, c'est-à-dire on veut garder des MOOC sur Fun, parce que là, c'est accessible à tout le monde. C'est aussi une façon de communiquer, de dire le CNFPT fait ci, forme sur ces thématiques-là. Le MOOC en marque blanche, c'est pour des collectivités, des grosses collectivités, comme des conseils départementaux, les grandes villes, les grandes métropoles, qu'elles puissent là suivre leurs apprenants sur un MOOC. Donc, ça veut dire qu'on rapatrie le MOOC
à l'intérieur de la plateforme de formation à distance, mais là, ça devient un MOOC avec une attestation de présence et une obligation de suivre le MOOC. Et ça, sur Fun, on ne peut pas le faire, parce que sur Fun, c'est un accès libre sur la plateforme Fun, même si on paye le service derrière. Bon. Donc, derrière, sur toutes les classes virtuelles, on n'est pas à l'intérieur de la plateforme. Parce que là, on a tellement de classes virtuelles qui tournent et des webinaires à gérer. On a donc un contrat avec Adobe Connect avec des classes qui peuvent monter jusqu'à 1000 personnes. Pas des classes 1000. Après, on a aussi des licences avec des classes à 100 personnes, hein, beaucoup plus, quoi. Mais donc, ce n'est pas intégré dans la plateforme, puisqu'on a voilà, un besoin d'énormément de webinaires jusqu'à 1000 personnes. Et donc là, on a des flux séparés qu'on gère avec Adobe Connect. On a d'autres outils de visio pour travailler ensemble entre collègues, mais sans licence de formation. Donc nous, sur nos visios, pour l'instant, on a Teams, mais sur la formation, on ne passe que par Adobe Connect en classe virtuelle ou en outil de webinaire. Alors c'est pareil, Adobe Connect, c'est complexe, c'est un vrai outil de classe virtuelle, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais des fois des prises en main qui ne sont pas évidentes. Donc, je vous ai dit, on n'a pas de formateur. Nous, les conseillers formation, tous les collègues du CNFPT, donc on recrute des intervenants et donc on doit former tous ces intervenants-là à nos outils. Mais là, on a des dispositifs de formation et même des fois sur certaines formations, on rémunère sur un tarif qui est un tarif de coordo des intervenants pour les faire basculer sur la formation à distance. Donc des intervenants qui étaient chez nous en formation en présentiel, à qui on va proposer des journées de formation et on va même offrir des fois des vacations pour passer, quand finalement c'est nous qui changeons les modalités de formation, enfin les modalités d'accès à la formation. Pour ça. Autrement, sur des intervenants, on les fait travailler sur les méthodes pédagogiques, ainsi de suite. Mais là, on est sur des formats, sur le volontariat de nos intervenants. Alors, en plus, effectivement, des outils pour diffuser la formation à distance. En fait, on utilise tout simplement des chronogrammes qui sont des tableaux, là c'est un tableau Excel de base, en gros, c'est un tableur avec, voilà, c'est un peu petit, mais vous voyez où on séquence la formation à distance avec, si je prends la première ligne, c'est l'introduction, quels sont les objectifs, donc se présenter, exprimer les attentes dans la formation, le contenu, quelle modalité ça va être, la durée prévue, quels médias j'utilise, est-ce qu'il y a une activité apprenant, le mode d'évaluation pendant cette activité et le rôle du tutorat pendant l'activité. Et on va décomposer une formation avec ce scénario-là. Et donc là, on impose effectivement que pour toute formation à distance créée, nos conseillers formation qui travaillent ensemble séquencent les formations pour que effectivement on puisse aller chercher des intervenants et qu'ils aient une trame bien précise pour pouvoir prendre en main nos formations à distance. Donc, ça veut dire que derrière, on a aussi les ressources qui sont mutualisées pour ce type de formation. Alors, bien sûr, il y a une liberté à certains moments que les formateurs prennent certaines ressources, améliorent, rajoutent des ressources, ainsi de suite, une fois qu'on crée la session d'un formatiste. D'un formatiste, à chaque fois qu'on crée une session, on va avoir un espace où les stagiaires ne se retrouvent pas mutualisés avec d'autres stagiaires de l'autre région ou d'une autre antenne. Ça crée à chaque fois, on duplique finalement automatiquement dans la plateforme la formation, la formation socle dans une session de formation avec des personnes qui sont là. Vu le nombre de sessions, quand je vous dis qu'on duplique des sessions à 350 dans l'année ou des choses comme ça, forcément, là, on ne peut pas mettre tout le monde sur une unique session. On aurait des choses qui sont
pas compatibles. Donc voilà, c'est un cadrage, c'est assez théorique, mais l'idée, c'est que ça soit là. On travaille là-dessus pour pouvoir mutualiser ça au niveau national et pour pouvoir aller chercher des intervenants qui soient en capacité d'intervenir et de prendre en main un scénario de formation avec des ressources derrière qui sont dans la plateforme. Bon, on a des consignes pour les stagiaires, mais ça, j'ai mis un lien si jamais ça intéressait, avec même la petite affiche « Je suis en formation à distance » pour que les agents qui sont en formation sur leur lieu de travail affichent ça sur la porte de leur bureau. Voilà. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est derrière, voilà, ça veut dire que comment on travaille pour effectivement on produise ces formations qui remontent, qui sont mutualisées au niveau national. En fait, on a un travail qui est, enfin, un découpage qui peut ressembler à ce que vous connaissez sur les services de l'État, c'est-à-dire que on a des responsables nationaux de spécialité, donc qui sont sur des thématiques précises, une expertise sur la 5, l'INET de Strasbourg un peu plus connu peut-être, mais voilà, des INSET. Et ensuite, donc eux, ils pilotent la conception de ces, ou la co-conception de ces formations au niveau national. Ensuite, dans chaque délégation régionale, on a un responsable, un conseiller formation qui est responsable de la spécialité, et donc en fait qui va être dans le groupe de travail avec le responsable national de spécialité. Et son objectif, c'est à la fois de travailler sur l'amélioration, la mise à jour de ces formations, la création des formations, et aussi de faire remonter les besoins des territoires. Et donc, ces besoins des territoires, on les a par des conseillers en territoire qui sont dans les antennes départementales, qui, eux, voilà, mettent en œuvre les formations de proximité et aussi font remonter via les rencontres avec les collectivités des besoins spécifiques. Mais aussi ceux qui s'occupent de la spécialité en région euh, mettent en œuvre les formations au niveau régional et national. Donc en fait, ils sont aussi à la manette sur des formations. Donc leur rôle, c'est effectivement prendre en main la session, la déclarer, trouver un intervenant, faire en sorte que l'intervenant s'approprie les contenus et voilà, diffuser la formation. Et après, on travaille sur l'amélioration continue de ces formations-là au niveau national en co-conception. Là, ensuite, c'était, là, je quitte un peu le CNFPT, mais c'est des choses que vous connaissez bien mieux. Mais on est sur des problématiques qui ressemblent à celles que j'ai connues hein, à Jeunesse et Sport. C'est voilà, adapter la présence, la distance et l'hybride à chaque contexte, ne pas se laisser, voilà, on entend dans certaines assemblées, ça c'est pas possible à distance, ça machin. Donc nous on essaie de faire par rapport à ce qui nous paraît convenir aux agents et par rapport au retour réel qu'on a derrière sur l'efficience des formations. Donc, on travaille bien sûr avec les formateurs. Plus il y a de distance, plus on travaille sur le côté facilitation et accompagnement, hein, tutorat, facilitation, accompagnement, puisque ça nous demande de mutualiser encore plus de ressources et d'être plus sur l'animation, effectivement, que sur le côté formateur en présentiel. Mais ça demande, ben voilà, pour pas mal de formateurs, hein, qu'on les accompagne là-dessus, parce que c'est pas forcément évident, hein, mais ça, vous le connaissez bien. Ça nous demande de travailler sur les évaluations formatives, hein, donc vers des blocs de compétences, vers de la certification, alors qu'on était un établissement de formation continue, mais on voit bien que eh ben, avec les MOOC, avec l'évolution de la mobilité professionnelle, des reconversions à faire, il faut qu'aussi on intègre un peu plus de blocs de compétences. Donc voilà, mais on voit bien que dans la distance, on a travaillé sur l'évaluation formative, hein, puisque on le rend obligatoire, mais ça c'est bien le texte sur la FOAD. Hein. Là, on réfléchit bien sûr à un plus grand déploiement de la FEST, hein, de la formation en situation de travail, et toujours une réflexion sur l'auto-formation, parce qu'il y a des MOOC, il y a des webinaires enregistrés, il y a des ressources
quelle est la place de l'auto-formation dans les cursus des agents. Oui, puis après, toujours, je rappelle, hein, par rapport à ce que je disais, que le cadre législatif sur la formation à distance était incitatif en disant, voilà, c'était des formations où les évaluations jalonnent et concluent les actions de formation et avec la FEST qui est à l'intérieur. Donc voilà, j'ai essayé de retracer rapidement, de ne pas vous donner trop de chiffres. Et je reviens avec vous derrière pour voir si, ben voilà, si vous avez des interrogations, des questions. On est sur des durées de formation d'à peu près combien régulièrement, enfin généralement? Alors, là, en général, on a des formations diplômantes, mais qui vont jusqu'à 70 jours de formation pour les policiers municipaux. Plus classiquement, les formations d'intégration, on est sur 10 jours totalement à distance. On a des préparations au concours, on va sur une vingtaine de jours, et après, on est sur des formats beaucoup plus courts de 2-3 jours de formation. Mais après, on a aussi des cycles où on prend, mettons, une dizaine de formations de 2 à 3 jours, ce qui fait qu'on arrive à des formations d'une trentaine de journées. Voilà, pour l'instant, on est beaucoup moins sur de. C'est pas notre mission, effectivement, de faire de la formation diplômante, même si je vous dis que, voilà, on a pour les pompiers, c'est pareil, on a des formations de formateurs qui durent une dizaine de jours aussi, ainsi de suite, qui sont diplômantes là. Ça marche. Olivier? Micro, Olive. Ton micro? Ouais. J'ai été rééteint. Bon, merci. Moi, j'ai une question là sur le lien entre les contenus mutualisés, quoi, enfin, tout l'ensemble des parcours, des ressources, etc., et les sessions. C'est-à-dire, du coup, quand je me retrouve, donc, si je m'ai compris, on duplique les parcours donc, qui sont relativement figés au final, avec des contenus, des quiz, des choses comme ça. Et derrière, donc, on se retrouve dans une session avec 20 stagiaires, par exemple, un formateur identifié. Et donc, quels sont les outils associés pour le formateur dans ces sessions-là? C'est-à-dire en termes d'animation, finalement, etc. Et quelle est sa marge de manœuvre, finalement? Alors, Quelle est sa liberté pédagogique? dans la plateforme Formadis, donc qui est Cifadis, en fait, c'est pas elle qui gère tout, parce qu'on a un outil de gestion des formations qui déclare une session et qui automatiquement ouvre une session dans Formadist et qui duplique automatiquement donc les quiz, les forums, ainsi de suite. Donc dans la plateforme, on a des forums, des quiz s'ils ont été embarqués, des vidéos, des ressources multimédia, des ressources texte. Le formateur, il a un espace pour rajouter les ressources qu'il a envie de rajouter. Et ensuite, tout ce qui est outils de classe virtuelle, on bascule sur Adobe Connect. Donc là, c'est pareil, c'est que si dans le séquençage, on a une classe virtuelle, on explique au formateur où sont les ressources pour qu'il puisse les introduire dans la classe virtuelle. Mais ce n'est pas hyper pratique. Je vous dis, on a une telle masse. Et derrière, l'idée, c'est que si on n'a pas une plateforme qui duplique automatiquement ces sessions, avec tous les outils embarqués, là, on ne peut pas y arriver, quoi, parce qu'on duplique énormément de nos sessions de formation. Oui, mais moi, c'était plus pratico-pratique. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis formateur, j'arrive, j'ai ma session. Là, j'ai un espace, donc j'ai un lieu où je peux mettre des ressources en plus, des vidéos en plus, des liens hypertextes, etc. Et pour communiquer avec les stagiaires, du coup, j'ai un outil particulier, j'ai des forums. Comment ça marche? Voilà, mais en fait, dans la plateforme, il y a les forums, il y a un mail interne à la plateforme et ça notifie sur les adresses mail qui ont été embarquées des agents en formation. Mais au niveau ergonomique, je ne vous cache pas, c'est pas. J'ai connu des choses plus sympas, mais nous, on est contraint par le volume qui fait Oui, que bien sûr. il faut que déjà techniquement ça marche. La duplication de masse. Mais c'est pour ça qu'on utilise Adobe Connect à côté.
Mais c'est pareil, Adobe Connect, je trouve ça des fois un peu lourd sur la prise en main. Des fois, on aimerait avoir aussi un système comme Zoom ou comme Teams pour des classes virtuelles plus simples, quoi. Oui, Mais là, c'est pareil, il faut qu'on aille chercher des licences en plus, quoi, parce que là, c'est pas embarqué dans la plateforme. Ouais. Adobe Connect, c'est bien, c'est pareil, mais ça a quand même pas mal de limites au final. Je ne sais plus sur quoi. Enfin, c'est Tiffen qui avait utilisé. Elle bossait au CNFPT et du coup, on était coincé sur des histoires de liens de vidéos, de partage de vidéos, de sons qu'on ne pouvait pas partager, notamment sur tous les outils YouTube, etc. Enfin, il y avait tout un tas de problématiques finalement qui étaient. Enfin, c'était enfermant, elle disait. Bon, voilà. Bon, c'est bon. C'est pas moi non plus d'utiliser la parole. Pas de souci, Non, Olivier. Qui c'est qui a des questions? Hein? Non, Qui a allez, qui d'autre a des questions? Laurent? Non. Laurent Rumen. Salut Laurent. Bonjour à tous. Non, pas de questions. Il faudra, sur ce dernier sujet, il faudra trouver l'outil adapté à notre utilisation, chacun d'entre nous. Par rapport à ce que tu dis, Laurent, hein, c'est clair, c'est qu'en fait, là, parce que vous avez mutualisé pas mal de parcours, et moi, je sais au début, hein, quand on a commencé à dupliquer des modules de formation sans que ça aille chercher, ça duplique automatiquement les bonnes ressources à l'intérieur, c'est un casse-tête infini. Mais c'est vrai qu'après, plus on veut dupliquer, plus on a des contraintes aussi techniques sur ces plateformes-là. Voilà, nous, on a fait, enfin pas moi, mais le siège a fait du sourcing en allant voir à la fois Moodle, à la fois Open Learning, ou je sais pas comment ça s'appelle, des choses comme ça. Et il y en a qui ont dit carrément, là, vu le nombre de duplications de formation que vous avez, on répond pas parce que on va vous demander un temps de développement beaucoup trop long, quoi, en fait. Ouais. Et on voit bien que l'idéal de se dire je vais avoir un outil qui prend tout à l'intérieur, c'est compliqué, quoi. Et donc, comme disait Olivier, c'est un peu enfermant, à moins qu'on arrive à jongler et à apprendre à nos formateurs, nous, à nos intervenants, à jongler selon les méthodes pédagogiques qu'ils ont. Des fois, on leur dit utiliser Klaxoon, utiliser Trello, utiliser d'autres choses, quoi. Mais il faut qu'on les aide à pas se faire enfermer dans la plateforme et à utiliser des outils. Et en même temps, il faut bien que quand même au niveau de qui a été présent, il faut bien que toujours la question, ça passe par la plateforme, parce que nous, on doit attester aussi aux employeurs que ils ont bien fait, ils ont été présents, donc présents sur la plateforme, et que les activités ont été réalisées. Si l'intervenant nous fait que des activités ailleurs, derrière, on n'a plus de mode pour remonter les présences. Donc, on est toujours dans ce dilemme entre laisser la créativité aux intervenants en utilisant d'autres outils et en même temps dire nous on doit aussi attester des présences, évaluer derrière les actions de formation, ainsi de suite, quoi. Et c'est pas évident. Ouais, vas-y Oui, Laurent. vas-y Laurent. Ouais. Par rapport à cette notion de duplication, évidemment, votre duplication, elle est vierge. C'est-à-dire que s'il y a un forum de prévu dans le parcours général, le parcours, il est dupliqué avec un forum, mais un forum vierge. Oui, oui. Et donc, quelles sont les modalités comment dire, de cumul des expériences, des contenus, des réactions entre les différentes sessions? C'est fait par vos référents, là, les différents types de référents, c'est ça? Alors, c'est là où effectivement, on n'a pas là. C'est-à-dire que là, on reproduit à chaque fois une formation vierge par rapport à la précédente. Mais là, on est sur des logiques de formation continue où il y a des stagiaires qui viennent et qui repartent, quoi. Alors, hein, vous voyez, il y en a qui connaissent, hein, le système, hein, comme Thierry. Voilà. Bien sûr qu'on peut régler différemment. Mais là, on est sur, nous, la commande qu'on passe, c'est de redupliquer en formation vierge parce que c'est dupliqué par, on a 90 antennes du CNFPT, 20 délégations derrière qui prennent ça en main. Donc,
voilà, c'est sur les réglages que nous, on utilise, qui sont faits comme ça. On passe par un logiciel de gestion de la formation, on déclare une session dans ce logiciel de gestion de la formation et ça ouvre derrière un module vierge. Après, voilà, on n'utilise pas certains autres réglages qu'on pourrait avoir derrière. Alors, il y a Tiffen aussi à utiliser, hein, format 10, mais elle en réel. Hein. Bah, Tiffaine, vas-y, feu vert. Oui, alors je suis désolée, ça ne captait pas très bien, donc je ne sais pas si Pascal, tu en as parlé, parce que c'était la question d'Olivier. En fait, la scénarisation, on avait travaillé dans les pôles de compétences à scénariser également, enfin, de donner une scénarisation aux formateurs afin qu'ils comprennent comment intégrer les temps d'auto-formation. Est-ce que c'était plutôt en classe inversée à quel moment on utilisait telle et telle ressource, les quiz, à quel moment ils arrivaient, enfin, bon, vraiment la scénarisation globale. Alors, peut-être pas sur chaque session, c'est pour ça que je ne sais pas si Pascal, tu en as beaucoup, mais en tout cas, c'était une vision enfin, on avait cette envie au niveau des pôles de compétences de travailler sur cette scénarisation pour guider tous les formateurs dans chaque session, dans chaque endroit en France, dans toutes les délégations, pour qu'ils puissent bien appréhender comment avaient été construites les différentes ressources. Et après, sur la scénarisation aussi, cet outil Adobe Connect est vraiment très, très, très performant, très cher, mais très performant, où on peut totalement scénariser aussi dans l'outil Adobe Connect. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'au-delà de 15 connexions, je ne sais pas s'ils se sont améliorés, mais il y avait des difficultés de connexion des caméras, donc ça perdait de son intérêt. Mais c'est vrai que de scénariser, on peut scénariser, préparer en fonction de là où on en est dans sa séance pédagogique, d'amener un moment un diaporama, la séance d'après, d'avoir déjà identifié dans quelle salle on va se situer. Et donc ça, c'est vraiment très performant aussi dans la scénarisation. Voilà. Et sinon, oui, sur l'utilisation de la duplication, oui, le chat, le problème du format, c'est très intéressant quand on a formalisé au tout départ sur format 10, là, quand c'est le CNFPT qui le fait, le problème du formateur, c'est qu'il vient agréger des documents qui viennent on revient sur un vieux drive tout pourri, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, sans aucune conception pédagogique et intérêt, voilà, de se dire j'amène telle ressource à tel moment, elles arrivent les unes derrière les autres, on ne peut pas tellement les organiser. Voilà les plus et les moins. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, Tiffen, parce que Tiffen a été dans un institut, donc un institut national qui pilote, hein, ce que je dis, comme le rôle du référent national de spécialité. Hein. Derrière, on voit bien, quand je vous ai montré le tableau Excel derrière du chronogramme, c'est quand on en revient à des outils de base pour l'animation pédagogique. Ça veut dire que comment on se met d'accord pour créer des séquences et qu'il y ait une réelle animation. Et nous, la difficulté, c'est transmettre ça aux intervenants pour qu'ils prennent réellement en main et pas qu'ils fassent un truc pré-mâché derrière. Et on voit bien que derrière, oui, les plateformes, les outils, on a des contraintes techniques, mais si on ne travaille pas sur l'appréhension du scénario de formation avec les intervenants, ben on passe à côté, parce que c'est pas si grave que ça que dans tel outil il n'y ait pas tout ce qu'on veut, on y arrive. Mais et on en revient à la formation des intervenants derrière et à la prise en main, même si on essaye de les guider dans la prise en main de ces sessions de formation. Et ça, je pense que c'est le travail que vous avez aussi là en déployant ça, c'est comment je forme les collègues des autres CREPS ou des FEDE à la prise en main des parcours qu'on a construits, quoi. Et comment vous organisez le contrôle de ce qui est effectué par les intervenants, hormis la satisfaction client, qui de toute façon, ce n'est pas vraiment un super critère. Le client est toujours satisfait généralement. Mais vous, par rapport à la commande que vous avez passée initialement? Alors nous, bien sûr, pour être dans les clous, on envoie un formulaire en ligne sur l'évaluation par les stagiaires de la formation. L'intervenant doit nous faire un rapport en fin de formation sur le bilan de sa formation. Mais vous connaissez ça, l'évaluation en ligne par les stagiaires, hein, ça va surtout porter sur des choses qui n'ont des fois pas à voir avec la formation. Hein. C'est compliqué d'avoir des retours. Oui, vas-y.
Non, je disais la cantine. S'ils ont bien Oui, mangé. voilà, mais là, à distance, donc on n'a pas la cantine, donc on ne peut pas casser du sucre sur la cantine. Les bilans des formateurs, c'est pour ça qu'en fait, après, nous, on les réunit sur des sessions intervenants. Enfin, il n'y a pas de secret après. Derrière, il faut réunir les gens. Alors, ou on les réunit en visio sur des journées intervenants, ou on les réunit en présentiel et on discute sur les méthodes et sur les outils qu'on utilise, sur voilà, les nouveautés. Parce qu'il n'y a rien de magique. On a beau cadrer pas mal de choses. Si on n'anime pas notre réseau des intervenants, c'est très insatisfaisant, quoi. Thierry, Thierry qui a fait pas mal de remarques. Oui. Si tu veux intervenir, Thierry. Alors, non, pas spécialement. J'étais pas là pour ça. C'était surtout pour écouter. C'est pour ça que j'ai déposé ça dans le chat. En plus, je suis dans un endroit open space et je ne souhaite pas déranger mes collègues qui travaillent ardemment sur les nouvelles applicatifs qui seront mis à disposition des FED et des GREPS. Donc voilà, donc il était question de possibilité d'intégrer des forums non vierges pour capitaliser promo après promo. Ouais. C'est ce que je vous ai dit par rapport à ce que disait Thierry. Effectivement, la plateforme, elle peut proposer beaucoup de choses, hein, CIFA 10, là, pour nous. Et donc, nous, dans la version format 10, le siège, mes collègues du siège, voilà, commandent des choses qui paraissent en cohérence avec notre fonctionnement au CNFPT, établissement public national, où il faut que le collègue d'une antenne qui est jamais monté au siège puisse dupliquer une formation pour 15 gars qui sont dans la commune de trucs. Vous voyez, donc derrière, il faut qu'on ait aussi un truc très pragmatique derrière, parce que voilà, on va aller chercher, on doit pouvoir dupliquer dans les manières. Alors, c'est vrai que derrière, là, notre scénario de formation, on n'est pas sûr de bien embarquer tous les intervenants derrière, parce que c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on les réunisse, parce que lire un scénario comme ça, si on n'est pas un vrai formateur qui a travaillé là-dessus, c'est pas évident. Mais donc, c'est pour ça que dans l'intégration des outils, c'est compliqué. Et comme disait Tiffaine, là, c'est un choix de passer les classes virtuelles à côté sur Adobe Connect. Parce qu'en fait aussi, c'est les webinaires, hein, des webinaires qui sont déconnectés de la plateforme de formation à distance, qui sont des interventions uniques en webinaire derrière. Mais on voit bien que là, c'est des choix d'outils par rapport à une organisation de l'établissement national CNFPT. Ouais, moi, je reviens sur la question de Cyril de tout à l'heure, là. C'est sur, parce que c'est un gros sujet chez nous actuellement, tu vois, c'est l'histoire de la gestion des présences et des absences. Et notamment sur la gestion des temps asynchrones. Et notamment dès que tu rentres dans le logique d'apprentissage ou des trucs comme ça, où les gens sont sur des temps de travail lorsqu'ils sont en formation à distance, etc. Et donc là, toi, tu disais que quand même c'était un sujet. Alors moi, j'imaginais que ce n'était pas un sujet chez vous, tu vois, vu que c'était beaucoup de formation continue, quoi. Tu vois. Donc comment ça fonctionne? Comment vous gérez les temps de formation asynchrone? Est-ce que les gens sont en situation de formation, même sur les temps asynchrones, sur leur temps de travail? Comment ça marche? Alors, en fait, effectivement, nous, on a un souci parce que le CNFPT, on n'est pas l'employeur des agents territoriaux, hein. Donc, ils sont employés par une mairie, par une communauté de communes, par un département, par une région, ainsi de suite, quoi. Donc, nous, on donne des consignes, effectivement, en disant que l'agent, il doit y avoir des temps qui sont définis avec son chef de service. Donc, en plus, c'est à l'employeur de définir est-ce que l'agent suit la formation dans son bureau, dans un espace dédié à la formation, dans sa collectivité ou depuis chez lui, avec des outils normalement fournis par l'employeur. Mais ça, là, on essaie de donner des consignes, de dire que c'est possible et que ça soit bien défini. Mais on sait très bien que derrière, on arrive avec des agents qui nous disent « Ah ben, la formation à distance, je l'ai suivie en dehors de mon temps de travail, quoi. » Alors que là, on est bien, nous, sur de la formation continue, validée par l'employeur, quoi, en fait, validée par le chef de service. Donc, c'est pas évident. Et sur les systèmes de présence, comme tu dis, ben,
oui, la personne s'est connectée sur la plateforme, sauf que quand on a 2 ou 3 agents qui suivent une formation à distance ensemble, parce qu'ils sont dans la même collectivité et qu'ils sont dans une salle dédiée, ben, il y en a, ils utilisent le même mail pour suivre à 3 la formation. Et ils se mettent dans la salle et ils travaillent ensemble, ils se mettent derrière la même caméra quand il y a un webinaire derrière. Et là, ça nous pose des gros soucis de gestion de la présence par rapport à ça. Sur les webinaires, c'est pareil. On a des webinaires où on a, voilà, je vous ai dit, classe 1000, on a 600, 700 personnes. Et on n'a pas de, on arrive à faire un relevé derrière d'effectivement des gens, mais s'ils ont mis un pseudo, ben on n'a que les pseudos. Donc voilà, derrière, on galère sur certains aspects pour remonter l'activité réelle de formation dès qu'on est sur les outils à distance et sur la présence réelle des stagiaires pendant les temps de formation à distance, puisque de toute façon, on a un scénario découpé en séquences, vous avez vu, comme ce que vous faites, quoi. On ne fait pas 6 heures d'affilée, on fait voilà, une alternance de temps synchrone, asynchrone, de tutorat sur une période, ainsi de suite. Ça, à part effectivement le système des évaluations qui dit que ben, on estime que s'il a fait les évaluations, la personne a été présente, on est un peu coincé. Mais ça râle parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Voilà. Non, mais justement, parce que par rapport à ta connaissance, tu vois, de la réglementation finalement qui définit la formation à distance, donc tu vois, il y avait l'idée effectivement que les gens pouvaient travailler finalement sur les temps asynchrones le soir s'ils avaient envie. Enfin, tu vois, il y avait un peu toute cette liberté-là qui était donnée au travers de la formation à distance, le fait de pouvoir l'étaler, la logique de classe inversée, etc. Est-ce que toi, là-dessus, vous avez une réflexion d'une part, ou est-ce que finalement on se retrouve, parce que moi je trouve qu'on se retrouve très très contraint par le cadre de la loi les problématiques de stagiaires qui sont sur des temps de travail, quoi, tu vois, donc, et qu'il faut vérifier qu'ils soient présents de 2 heures à 5 heures, quoi, enfin, tu vois. Est-ce que est-ce que tu as une réflexion là-dessus? Est-ce que tu sens que c'est en train d'évoluer, les réflexions autour de ça? Enfin, tu vois, quelle est ta réflexion sur le sujet par rapport, c'était quand, 2018 la loi, non? C'est ça? Ouais. Alors, ça évolue parce qu'effectivement, on voit bien que chez les employeurs, le télétravail, la généralisation du télétravail, en tout cas, et même dans la fonction publique territoriale, ça fait que les employeurs ont plus cette notion de dire que quelqu'un peut travailler à distance, travailler ou se former. Mais on a encore des instances de dialogue avec les représentants des collectivités, des agents territoriaux et ainsi de suite, où ça frite sur effectivement quand se passe réellement la formation. Et on voit bien, c'est pas parce qu'on a mis dans un scénario sur le tableau Excel avec le diaporama, vous verrez, on a marqué les évaluations formatives qui sont prévues et de dire, voilà, si la personne a fait le quiz, si on fait la remédiation par rapport à ce qui a été posté, on estime que la personne a fait son évaluation formative. À suivre, ça demande... c'est plus complexe, effectivement, une formation en présentiel, hein, où on a une feuille blanche et les gens, ils ont signé, c'est bon, ils sont présents. Hein. Mais d'ailleurs, du coup, vous n'avez pas les badges au final dans vos plateformes là? Non. C'est-à-dire que ça pourrait être une solution. C'est-à-dire que tu as quand même le parcours socle avec des activités quand même à baliser, à réaliser. Et au moins, ça valide au moins une partie. Oui. Là-dessus, sur un établissement de formation continue, nous, comme on rentre petit à petit des blocs de compétences, on doit rentrer le CLEA, on doit rentrer des choses comme ça, on se penche dessus. On veut que des cycles deviennent certifiants aussi à distance. Mais là-dessus, on est en retard par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, puisque c'était un peu la logique de la formation continue. Les agents, ils sont venus, ils sont présents, c'est bon. Mais là, il faut qu'on évolue vers derrière. Mais ça, là, vous, à Jeunesse et Sport, puisque vous êtes un ministère certificateur, vous êtes bien plus en avance sur l'utilisation des badges, la certification derrière, quoi. Okay. Et oui, le suivi de présence, il se fait via la plateforme et nos conseillers formation derrière qui dialoguent avec le formateur quand il y a, si des stagiaires n'ont pas été déclarés présents sur la plateforme, quoi. S'ils ne sont pas rentrés dans les activités, ainsi de suite, quoi. On ne compte pas à l'heure, mais ça veut dire que la plateforme regarde si la personne est rentrée dans l'activité, si elle est allée dans tous les modules de formation. Et quand les stagiaires ne sont pas allés,
Mais en fait, on voit avec le formateur, est-ce que c'est quelqu'un qui suivait la formation avec son collègue? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il sait? Mais ça demande bien sûr beaucoup plus de travail que une présence dans une salle où on se fiche de savoir si la personne a réellement suivi la formation, mais son corps était dans la salle, ça nous suffit, quoi. Ouais, bon, on a toujours le même débat. Où était son esprit? Ouais. Mais là, voilà, même à un gros établissement comme le CNFPT, on galère parce que pour moi, c'est encore beaucoup trop il s'est connecté sur la plateforme, donc il était présent. Ouais. Et si tu devais, je sais pas, sauf ce que- mais si tu devais finalement faire, toi, tu as vécu un peu les deux. Alors bon, Claco, tu l'as vécu qu'une période, mais si tu devais comparer les démarches, en tout cas, des deux structures. Donc moi, j'ai compris l'histoire de la duplication, etc. Mais sur les intérêts pédagogiques, sur, tu vois, comment tu situes les. Sachant qu'on va changer de plateforme, hein. Ouais. Mais plus, moi, du coup, plutôt la démarche. Au final, les outils, bon, enfin, je pense à Tiffaine qui m'expliquait qu'elle utilisait Slack au taquet quand elle était au CNFPT. Tu vois. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit, quand il y a des sessions qui sont dupliquées à tellement de fois dans l'année, on a un truc qui est assez rigide dans son format. En plus, je vous dis, on passe par un logiciel qui gère les parcours de formation, qui crée, une fois qu'on déclare une session, une séance à distance, qui ouvre voilà, une session dans la plateforme de formation à distance. Donc, vous voyez, c'est un truc, là, la créativité interne, on ne l'a pas, quoi. Donc, on passe par d'autres outils pour générer de la créativité autour de la plateforme. La plateforme, ça devient notre lieu socle, et c'est pour ça qu'on veut qu'elle soit ouverte pour le présentiel enrichi. Ça veut dire que derrière, une idée, c'est que déjà tout le monde y passe, pour que déjà ça facilite l'acceptation d'avoir une plateforme à distance où les ressources sont centralisées dessus. On veut plus que des formateurs envoient des PDF via des mails ou sur des clés USB, tout ça, pour aussi, nous, qu'on ait des visus sur les ressources qui circulent derrière. Mais là, même moi, à l'échelle du CNFPT, j'ai même pas le temps d'aller. Je teste un tout petit peu la plateforme, mais j'ai pas le temps de créer un parcours à l'intérieur, puisque on est en co-conception au niveau national, ainsi de suite, quoi. C'est voilà, là, quand moi je recrute des gens, je leur dis, on est un peu moins ingénieur de formation, on est plus sur une vision de co-conception à l'échelle nationale, de programmation, de diffusion, ainsi de suite, quoi. Format C'est des 10, métiers un c'est peu une base, différents. Format 10, c'est une base Moodle? Non. Non, c'est Cifadis, qui est bien connu de Thierry Kindertud, parce que l'INSEP l'utilise, quoi. Qui travaille avec des grands comptes, Cifadis, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a une approche différente de Moodle qui vient plutôt du côté universitaire, où chaque prof, et ce qu'on a connu avec aussi Claroline Connect, crée son espace. Et là, on a des espaces qui sont plus formalisés parce qu'en fait, il faut qu'on puisse diffuser de manière très rapide et sécurisée des sessions de formation, avec des cadrages qui sont, nous, une formation continue, elle est au catalogue national. Donc, en fait, elle est identifiée, elle a été conçue à plusieurs, elle est toujours maintenue à plusieurs, mais derrière, on doit garantir que finalement, c'est la même session de formation qui est dupliquée partout sur le territoire. Donc, vous voyez, on a des logiques qui sont un peu plus cadrées. Voilà. Donc, la créativité, comme disait Olivier via Tiffen, c'est que des fois, on va la chercher dans d'autres outils pour avoir un peu plus de liberté. Oui, mais je parle pour elle, mais ce qu'elle racontait, elle disait finalement, la plateforme, c'était, je mettais, j'ai la base, vraiment la base, et en fait, la dynamique de formation, elle était complètement à côté de la plateforme. C'était... bon, Alors, après, ça va dépendre des sujets, nous, par rapport à ça, mais c'est ce que tu dis. ouais, voilà. Et des formateurs qu'on Non, a. mais ça, Les c'était formateurs, on Tiffen, les elle, quand bride elle pas dessus, intervenait. C'était voilà. Tiffen, elle, quand elle intervenait, parce qu'elle se sentait probablement limitée, quoi, en fait, tu vois. Voilà. On leur dit ce que vous dites, enfin, ce que tu dis, c'est que il faut que nos stagiaires passent par la plateforme, parce que Elle n'aime pas quand je parle pour institutionnellement, elle. Hein, Tiffen? il faut que ça passe par la plateforme. Il faut que voilà, on puisse dire à l'employeur, il s'est connecté, il était là, machin, et derrière, après, voilà, on travaille sur d'autres outils aussi si les intervenants veulent voilà, créer des dynamiques différentes avec les stagiaires. Très bien, merci. Pascal, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir?
Ne serait-ce pour dire merci. Non, bah, c'est silence. Ah, Alexandra. Oui, Vous merci avez pas Internet, pour cette présentation. C'était complet et intéressant. Moi, j'aurais une question parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur votre organisme, enfin voilà, votre façon de mutualiser et d'organiser les choses. Et sur la partie formateur, j'aurais voulu savoir si vous avez eu des retours côté apprenant, à savoir comment ça fonctionne et voilà, si ils se perdent pas non plus sur la plateforme et si les retours sont plutôt positifs de votre côté. Alors, en masse, on en a énormément de retours, hein, puisque quand je vous ai donné les nombres d'agents qu'on peut former, on retrouve les choses classiques, hein. Il y en a qui sont très contents, qui sont des adeptes de la formation à distance, parce que ça permet plus de souplesse et de lien avec les contraintes professionnelles, parce que ça évite de se déplacer, là, de faire 50 kilomètres pour aller 3 jours en formation avec les problématiques qu'on a, de l'hôtel est remboursé à tant d'euros, que machin, que truc, on prend le trajet le plus court sur Via Michelin, enfin, vous voyez toutes les complexités qu'on peut avoir sur des règles nationales par rapport à de la logistique et d'autres choses, quoi. On a des gens qui sont perdus, donc on essaie de proposer en général presque tous les parcours, on était souvent sur une duplication. C'est-à-dire qu'on garde des formats présentiels et on a des formats à distance. Mais sur certains sujets, on voit qu'on bascule totalement à distance parce qu'il n'y a plus personne qui vient en présentiel et qu'on les fait que à distance. On avait, mettons, la nouvelle nomenclature comptable M57 pour les collectivités. En fait, on a pris énormément de distance parce que on disait non, j'ai pas 2 jours à venir pour venir au CNFPT. Envoyez-nous la formation à distance, quoi. Les webinaires, ça marche très bien, mais ça draine énormément de gens. Mais là, on est sur c'est pas vraiment de la formation, on est sur des temps plus courts. Mais on voit bien ce morcellement aussi, hein, quand la réflexion sur l'auto-formation où voilà, il y a de plus en plus d'appétence pour des moments de formation. Les gens sont plus vraiment disponibles, mais en même temps, ils veulent. Enfin, c'est pour ça qu'on finalement, comme on dit, chaque modalité de formation n'efface pas la précédente, quoi. On cumule encore plus de modalités de formation. J'ai dit, les MOOC en marque blanche qu'on va intégrer dans Formadist vont pas éliminer les MOOC sur Fun, parce que finalement, c'est une vitrine, on en a besoin, c'est une ouverture à tous, quoi. Les ressources, on les a là, on a des e-communautés aussi, on a... voilà, c'est les temps mixtes, les temps à distance, on hésite. En tout cas, on trouve qu'avec la généralisation du télétravail et l'après-Covid, il y a quand même une réception de la formation à distance bien meilleure que ce qu'il pouvait y avoir avant. Mais en fait aussi, derrière, on travaille sur un autre sujet, mais là, c'est NFT, qui est comment on peut être la maison des territoriaux. Ça veut dire qu'à un moment aussi, c'est comment on peut regrouper les gens sur d'autres moments qui sont peut-être pas que des temps de formation sur des sessions, mais des temps où on regroupe réellement les gens avec un sujet pour les regrouper. Et ça, c'est des interrogations par rapport à la formation, parce que souvent la formation, elle était utilisée aussi pour la formation continue, pardon, elle était utilisée pour ça. Les agents, ils venaient en formation continue, c'était pas forcément pour le sujet, ils prenaient un stage un peu, voilà, c'était pour se réunir avec des collègues. Donc mais derrière, ces gens-là te disent, ah ben non, mais la formation à distance, c'est hyper pratique. Mais d'un côté, ils ont envie qu'on les réunisse. Donc, quels sont les formats qu'on utilise pour les réunir réellement, les gens qui se croisent aussi. Et ça, enfin, voilà, on en discute un peu avec tout le monde. Et on voit bien qu'à travers la formation, on interroge plein d'autres sujets sur la vie au travail, la façon d'aborder le travail, la façon d'échanger avec d'autres collègues et de s'enrichir avec d'autres collègues. Enfin, en tout cas, ce que tu dis, Alexandra, c'est passionnant parce que c'est pas évident d'évaluer stricto sensu l'acte de formation. On voit bien sur beaucoup d'autres choses qui se passent quand on fait de la formation.
Merci. Surtout quand les gens ne viennent pas chercher un diplôme. Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas forcément venir chercher un diplôme, mais des fois des compétences supplémentaires. Tout dépend aussi l'axe. Il y a les personnes qui sont qui s'inscrivent parce que le thème de la formation les intéresse et ils sont moteurs, et ceux qui doivent suivre des formations parce qu'ils sont priés de le faire, et c'est pas le même public. Oui, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport au retour des agents. Hein, nous, on a eu une image, je vous ai dit, il y a 70% d'agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale. Non, non, mais la formation à distance, c'est pas pour les agents de catégorie C parce que ils sont dans la, enfin, en gros, ils sont dans la fracture numérique. En fait, c'est pas vrai du tout, quoi. Ça marche, des fois très bien, des fois pas. Et on voit bien que c'est par rapport à des personnalités et par rapport à le service que ça rend, que ça fonctionne, et pas du tout. On a des gens, des cadres qui sont encore plus dans la fracture numérique que d'autres. Et puis la fracture numérique, elle est, c'est comme les personnes en situation de handicap. On peut être en situation de fracture numérique sur certains usages et à l'aise sur d'autres, quoi. Très bien. Ben, merci Pascal. Et merci à tous, quoi, et toutes. Merci Pascal. Merci. Et puis à très bientôt, j'espère. Et puis bonne continuation dans ce nouveau parcours là. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la migration et puis la réflexion sur votre nouvelle plateforme. Ah, mais c'est Laurent. Laurent. Oui. Merci Pascal. Toujours là. Ah.